Ouais. Et d'ailleurs, ma voix y est encore. Pour ceux qui nous rejoignent, Ah, ça moi, n'a pas je crois qu'on a changé. tout laissé là-bas, hein. On a, ouais, on a tout laissé là-bas. En même temps, ils nous ont tout pris. Oui, ça, On leur a on tout a donné tout ce qu'on donné. avait. C'était non, c'était grandiose. Mm. Déjà, on a pu commencer la journée dès 13 h avec la fan expérience sur le parvis de l'Accor Arena. C'était, c'était génial. On Mm. a pu participer à presque tous les stands. Franchement, on s'attendait à ce qu'il y ait du monde. Ça a été bien géré parce qu'il y avait du monde, mais on a pu, voilà, les stands étaient bien organisés, les queues pour aller au stand étaient bien organisées aussi. Donc, ça a fait qu'on a pu avoir des photos avec Volcanos Demir, Mm. Brandon Moreno, qui est d'une gentillesse folle. Mm. Brandon Moreno, vraiment, alors qu'il est resté 1 h 30 Mm. à faire des photos, qu'il y avait énormément de monde pour faire des photos avec lui. Il est vraiment adorable, Mm. super personne. On a pu aussi faire des photos avec Manon Firo, faire des photos avec la ceinture, une réplique de la ceinture de l'UFC. Donc voilà, on a aussi aperçu Greg MMA. Oui, On c'est salue vrai. Greg MMA On salue, ouais. qui est super drôle, Pour moi Karaté vraiment Bushido, j'adore Karaté Bushido. qu'on a aperçu aussi au Q&A, qui a posé la première question du public Ouais. à Georges Saint-Pierre. Voilà. Et puis qu'on a aperçu rapidement dans la fin Mm. d'expérience, pendant qu'on était dans la queue pour faire la photo avec Moreno, Mm. justement. Et puis il a pas l'air d'être resté longtemps sur la fin d'expérience, donc on l'a aperçu, puis on l'a vu partir pas longtemps après. Mais en tout cas, ça a fait plaisir de l'apercevoir, Greg Mm. MMA, qu'on salue. Mais voilà, une fin d'expérience très bien organisée, franchement très très cool. Ça nous a bien mis dans l'ambiance avant d'entrer dans l'arena pour justement les combats de cette UFC Paris. Et, euh, et ouais, globalement, super expérience et vraiment content que l'UFC ait organisé ça en France et ait vraiment voulu faire plaisir au public français. Ouais, franchement, c'était incroyable, hein. On avait effectivement cette fan d'expérience qui était juste folle. Comme on dit, on s'attendait à beaucoup de monde, à vraiment avoir un truc peut-être pas mal organisé, hein, mais en tout cas avec beaucoup de monde, avec des gens qui se poussent, avec des grosses attroupements, etc. Et finalement, comme on dit, il y avait du monde, mais c'était très bien organisé, ça a été super. On a eu des gens incroyables. Manon Fiorot, très sympa. Volcanos Demir, très sympa. Et le plus sympa de tous, Brandon Moreno, qui pourtant voilà, est champion. On aurait pu se dire qu'il avait la grosse tête, et bah pas du tout. Franchement, c'est un mec incroyable qui est abordable, qui est sympa et qui nous a fait passer donc une très très bonne après-midi. Une fan expérience géniale et une soirée qui l'était peut-être encore Encore plus. plus, évidemment. Donc on était arrivé quand même à 13 h et donc allez, à 5 h moins le quart, à 17 h, à 16 h 45, on a décidé de se mettre dans la queue qui faisait 5 kilomètres. Non, ouais, non, Vraiment, c'était vraiment monstrueux. pour ceux qui connaissent un peu Paris et qui connaissent l'Accor Hotel Arena et le quartier de Bercy surtout, on était au niveau de un peu même un peu plus loin que la Cinémathèque. Donc, et la Cinémathèque, c'est vraiment pas à côté, hein, parce que pour ceux qui connaissent pas, en fait, on va dire que voilà, il y a l'Accor Hotel Arena, il y a une longue rue. Et en fait, oui, on était bien à ouais, peut-être 2 kilomètres. Enfin, vraiment, c'était assez fou parce qu'il y a un hôtel, après, il y a des immeubles, il y a un square, il y a la cinémathèque et on était là. Donc, franchement, c'était très très long. On s'est dit qu'on allait passer 3 heures dans la queue et même manquer le début des combats. Et finalement, pas du tout. On est Ça a duré une rentré, demi-heure, je voilà, crois. on est rentré à 17h30 dans l'arène. On s'est posé, on était très bien placés. En tout cas, on Ouais. était très contents de nos places. Forcément, on aurait pu être VIP, mais on n'a pas les contacts, donc voilà, ou les moyens. Mais voilà, on était très contents, surtout d'y être, d'être dans la salle, de pouvoir voir les combats en live, de pouvoir donner de la voix pour nos combattants français. Et bah voilà, on leur a laissé la voix et ils nous ont laissé des souvenirs incroyables et visiblement voilà, on leur a pas laissé la voix pour rien puisque ça a été une grande réussite. Ouais, masterclass. L'organisation de l'événement et une masterclass dans l'octogone. On peut directement commencer par Manon Furo. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait là, Manon Furo? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, Manon Furo qu'on salue, hein, qui aura donc Ouais. son combat à la UFC 280. On lui en a parlé rapidement, voilà, tout le monde lui en parle d'ailleurs rapidement à Manon Furo, qui est très contente de ce combat-là, de cette exposition. Et donc voilà, et Manon Furo qui était à la fan expérience, donc de 15 h à 16h30, juste après Volcanos Demir, et avec qui on a eu la joie de faire une Une photo. photo, ouais. Voilà. Et donc on peut commencer par ce combat à la base. Donc il y avait plusieurs combats féminins qui étaient prévus, hein, dans cette carte, notamment celui de Manon Fiorot qui n'a jamais vu le jour puisque reporté, etc. Voilà. Et puis Zara Fern qui n'était pas là pour Ouais.
enfin pas aucune raison, mais elle a sûrement ses raisons, mais en tout cas aucune raison officielle. Zara Fern qui donc n'était pas là, qui a été remplacée par Stephanie Hager, et un match de prélim qui était incroyable pour commencer. Incroyable pour commencer Mm, surtout, ouais, mm, parce que contre Aline Perez euh, qui faisait ses débuts à l'UFC et qui était vraiment très contente d'être là. On l'a vu, elle était vraiment en symbiose avec le public mm. français malgré sa défaite puisqu'elle a perdu par soumission au deuxième round contre une Stephanie Hager qui a été beaucoup plus forte sur tous les domaines, que ce soit le striking ou le grappling et puis des choix bizarres de Aline Perez quand même dans le combat qui a voulu plusieurs fois emmener le combat au sol alors qu'elle était largement dépassée. À chaque fois, cette tentative de takedown était retournée contre elle euh, très parfaitement par Stephanie Hager, qui à chaque fois la contrait sur sa takedown, la contrait au sol. Ça arrivait plusieurs fois dans le premier round, elle a refait les mêmes erreurs dans le deuxième, et dans le deuxième, après, au bout d'un moment, une fois au sol, bah, voilà, Stephanie Hager qui a fini par placer une soumission et gagner le combat. Donc très content pour, euh, pour elle qui claque une belle victoire en short notice Mm. à l'UFC Paris, donc devant un public francophone. Donc ça fait plaisir pour la Suissesse. Il y a M52 qui nous demande, vous avez eu Manu en visu? Oui, on a Oui. eu Manu Ferrara en visu, Oui. qui d'ailleurs, Manu Ferrara, dans le carré VIP, était là dès le premier Mm, combat, oui. dès les prélims et qui restait jusqu'à la fin. Là où souvent les VIP arrivent plus tard, Manu était là dès le début. Et en tout cas, ça a fait plaisir de l'apercevoir, parce qu'on Ouais. n'a pas pu l'approcher, mais en tout cas de l'apercevoir au loin, la légende Mm. française de l'acting. Voilà, grand acteur français, Grand acteur peut-être studio, ouais. le plus grand acteur français à l'international. C'est vrai. C'est vrai Mais parce on que l'a il a aperçu, quand ça fait même, plaisir. il a une certaine allonge, Voilà, comme certains exactement. combattants, mais pas la même. Voilà, mais c'est vrai que donc on a vu Manu de loin. On va pas dénoncer par exemple Franck Gastambide, mais Franck Gastambide qui est arrivé plus tard que Manu. Voilà, alors que le mec, je suis fan de. Non, le mec, on va s'attirer les foudres de Franck Gastambide. Non, effectivement, voilà, des VIP qui arrivent au fur et à mesure. Franck Gastambide qui est peut-être arrivé au deuxième ou troisième combat, des prélims, hein, pas de la carte principale. Mais c'est vrai que par contre d'autres VIP qui sont arrivés peut-être pour le co-main event. Hein, Oui, c'était peut-être. assez Ouais, ouais. abusé, hein, certains. Mais ouais, Manu qui a d'ailleurs fait une story Instagram en disant que même le public français en général, parce que c'est vrai que l'arène était quand même, enfin la Corotel Arena, Accor Arena même, était rempli vraiment, enfin peut-être pas full, mais en tout cas très bien rempli déjà, même pour les prélims. Donc, Ouais. et c'est vrai que ce que disait Manu en filmant l'arena, en disant voilà, le public français vient même pour le début des prélims, on est tous là et on n'est pas là en mode ouais, on vient pour l'UFC, mais on vient juste pour le main event parce que c'est Cyril. Effectivement, Stéphanie Hager, mais on en parlait parce qu'on débriefait du coup et qu'on commentait limite les combats tous les deux de nos places. C'est vrai que je comprends pas les choix, j'ai pas compris du tout les choix d'Aline Perez. Je comprends pas pourquoi, enfin, je comprends pas comment ça a pu être dans son camp. Alors, après, est-ce qu'elle est restée sur son game plan qu'elle avait contre Sarah Fern parce qu'elle était en short notice et qu'ils n'ont pas fait les ajustements? Je sais pas, en tout cas Stéphanie Hager était réputée pour avoir un meilleur submission skills et donc de meilleures techniques de soumission. Et puis surtout, quand tu vois que ça passe pas, que tu arrives à t'en sortir, bah, le round d'après, recommence pas en fait. Ouais, non, c'était. Non mais voilà, c'est vrai que en plus elle perd sur la fin, hein, elle perd donc submission due to a rear naked choke, donc étranglement arrière où justement Stéphanie Hager a réussi à parfaitement se placer et puis une fois qu'elle a coincé le bras, c'était fini. Mais elle perd à 4 minutes 54 hein, dans le deuxième round, donc elle était à 6 secondes finalement bah, du troisième. Mais voilà, c'est vrai qu'elle avait un très bon striking. D'ailleurs, elle a fait deux ou trois belles performances, notamment je me souviens d'un retourné, etc. Enfin, voilà, des belles performances de striking qui étaient pas impressionnantes, mais qui étaient des beaux enchaînements. Et puis derrière, c'est elle qui cherche le takedown, c'est elle qui amène au sol, qui après se fait contrer et qui au niveau soumission et qui ne propose rien en plus de particulier. C'est-à-dire c'est même pas qu'elle avait visiblement une soumission qu'elle voulait placer ou autre. Elle l'amène au sol et puis derrière elle se fait contrôler. Et puis en plus, voilà, Stéphanie Hager qui était un peu plus grande et plus expérimentée aussi, hein, 34 ans Stéphanie Hager, qui a fait déjà plusieurs combats à l'UFC. Aline Perez qui découvre un peu le très haut niveau et qui en a fait un peu les frais, entre guillemets. On avait pronostiqué, nous, Stéphanie Hager, parce Ouais, qu'on voulait aussi que la Suissesse, pour l'Europe, gagne. Et bah, elle a gagné, et avec la manière, ce qui a très ouais, bien lancé la soirée quand même. ouais, très très bien lancé
la soirée et le combat d'après a aussi été un combat très intéressant. C'était le combat de Khalid Taha contre Quinones qui remplaçait malheureusement Taylor Taylor, Lapillus ouais. qui était blessé, on le rappelle, qui est toujours blessé à la main gauche. Oui. Et donc c'était le combat de remplacement donc, de Khalid Taha contre Quinones. Et on avait pronostiqué Taha Oui. euh, parce que voilà, il allait affronter Lapillus et on pensait qu'il allait gagner contre Quinones qui faisait ses débuts à l'UFC. Et bah pas du tout. Non. Pas du tout. Il s'est fait mettre KO au deuxième round, je crois. Premier. Premier round, Mm. bah voilà, encore pire. Mm. Donc un TKO au premier round pour Quinones, qui marque un très bon début à l'UFC, du Ouais. coup, qui a en plus été chaleureusement félicité après par Moreno. Oui. On a vu qu'il était Ouais, aussi ouais. là depuis le début des prélims. Ouais. Brandon Moreno dans la salle, côté VIP, mais côté VIP UFC. UFC, Fighter UFC. Donc voilà, une très bonne manière de commencer la soirée. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, après la performance franchement très mauvaise Mm. de Taha, qui se protégeait mal, qui avait souvent une garde ouverte et qui, en plus, même en s'étant fait attraper plusieurs fois par des coups de poing, n'a pas réussi à inverser la tendance et à se protéger mieux. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Taylor Lapillus l'aurait détruit en fait. Ah oui, c'est sûr. Donc connaissant le niveau de Taylor Lapillus, ça aurait été, je pense que ça aurait été le même scénario. Mm. Je pense que ça aurait été un KO au premier round de Taylor et ça aurait été génial pour les Français. C'est vraiment dommage qu'il ait eu cette blessure parce que quand on voit du coup, le niveau de ce combat et comment ça s'est fini pour Quinones, enfin par Quinones plutôt, on est encore plus déçu que ça ne soit pas Taylor Lapillus qui a infligé cette défaite à Khalid Taha. Oui, en plus, et Quinones, on en avait parlé sûrement rapidement pendant notre preview finalement de l'UFC Paris, mais Quinones qui avait le même profil physique, même, alors en style de combat, chacun est différent, mais qui avait le même profil physique que Taylor, hein, 1m70, donc plus grand que son adversaire, avec plus d'allonge. Et donc on peut pas s'empêcher aussi de se dire qu'avec la qualité qui est celle de Taylor Lapillus, et la même allonge, les mêmes avantages physiques face à Ta qui est un peu petit, enfin ramassé, donc voilà, euh, musclé, mais voilà, un peu petit et ramassé. Et ben, il aurait effectivement, il n'aurait pas fini le combat très tôt, et ça aurait fait un Français de plus qui gagne Ouais. pendant cette soirée du FC Paris, et ça aurait été une très très grosse fête. En parlant de Français, en parlant de victoire, je crois qu'on peut passer à une des performances de la soirée, Ouais, d'ailleurs, impressionnante. impressionnante, en l'occurrence celle de Benoît Saint-Denis contre celui qui n'était pas celui prévu à la base d'ailleurs. Il a eu Ouais, effectivement 3 semaines, et c'est lui-même qui le disait hein, à la fin. J'ai eu 3 semaines pour me préparer pour ce combat, etc. Et pourtant, c'est passé, et c'est plus que mm, passé même, contre Fly Gabriel Miranda, le vétéran brésilien, hein, spécialiste des soumissions et puis surtout spécialiste des finishes, hein, puisqu'il ouais. a fini très souvent ses adversaires. Très dangereux comme combattant. Très dangereux. Et là, pourtant, la dangerosité, c'était Benoît C'était Saint-Denis Benoît, hein, ouais. qui la portait, puisque il a infligé un TKO deuxième round en 16 secondes, 16 secondes dans le deuxième round, Mm. à Miranda. Et franchement, un combat incroyable du point de vue de l'ambiance, du point de vue du combat, du scénario. Euh, un Benoît Saint-Denis dominateur, au striking comme au grappling, et qui finit le boulot au début du deuxième round, quoi. Ouais, et c'était déjà limite fini à la fin du premier round, parce qu'il avait Ouais. tellement envoyé des frappes à son adversaire, il avait vraiment maîtrisé. On a vu des coups de retournée qui sont passés je crois, deux, trois reprises dans le premier round, qui étaient juste magnifiques. Et on avait peur que ce combat aille en grappling, aille au sol, et que, connaissant les capacités en soumission de Miranda, on avait peur pour Benoît sur ce niveau-là. Ça ne s'est pas du tout passé puisque c'est Benoît qui a contrôlé toutes les phases de grappling, même quand il était dos à la cage, c'est lui qui avait le contrôle. Il s'est pas fait takedown, je crois, ou alors les tentatives, il Une les belle a défense, ouais. retournées en sa faveur. Enfin, vraiment masterclass de Benoît qui a dominé tous les aspects de ce combat, qui a montré un striking très fort, lui qui a l'habitude aussi de finir ses combats par soumission. Sur 9 victoires, il en avait 8 par soumission. Donc
un spécialiste aussi des soumissions et du grappling, Benoît. Là, il a montré un striking qui était phénoménal. Grosse victoire par KO au début du deuxième round, mais qui aurait pu être la même à la fin du premier round. Et franchement, il a été accueilli de la meilleure des manières par le public français. Vraiment, c'était le premier combattant français à faire son entrée, et ça s'est ressenti puisque Mm. moi, dès ce combat-là, j'avais déjà presque plus de voix, hein. Ouais, Franchement, ça. on a tous tout donné sur ce combat. On était presque limite un peu fatigué Mm. Ouais. pour le combat de Fares juste après, Mm. tellement on a gueulé pour celui de Benoît, mais c'était magistral, une ambiance incroyable, un combat incroyable et une performance of the night complètement méritée pour Benoît qui a été vraiment très performant et qui a infligé un gros KO, en tout cas une grosse leçon de striking à son adversaire. Et oui, effectivement, hein, pour les stats, on les donne rapidement, hein. 81 frappes données et en tout cas touchées par Benoît Saint-Denis, hein, 74% contre 33% pour son adversaire, hein. Donc vraiment, on est sur une masterclass, hein, de la réussite, hein, quand même pour son adversaire, mais bon, un volume de frappe qui est pas du tout le même, hein. On a 2 fois plus de frappes tentées pour Benoît et un meilleur taux de réussite. Mm. Donc forcément, ça fait la différence. Et puis voilà, donc on a euh, les takedowns, je pense, hein, Oui, le takedown, ouais. ouais. Mm. Mais qui du coup, donc un tenté par Benoît, un réussi, et donc il s'est quand même fait takedown une fois. Enfin, après, tout dépend parce que s'il s'est fait takedown, s'il s'est relevé direct, nous, c'est vrai on peut ne Ne pas le l'avoir pas compter. considéré comme un takedown, mais l'UFC, oui. Mais donc 1 sur 3, hein, pour son adversaire, donc aussi moins de réussite en takedown. Donc quand même 2 belles défenses de la part de Benoît et un début de show incroyable, et surtout un début de français incroyable, Ouais. qui a annoncé la couleur bleu, blanc, rouge de la soirée, comme on dit. Mm. Et qui s'est très bien enchaîné après sur le combat de Fares qui Mm. était opposé à Michal. Michal, On se ouais, posait la exact. question vendredi soir dans le live Michal, non, pronostic. c'est C'est Michal. Michal. C'est Michal. On a eu la certitude. Voilà, quand ils l'ont Exactement. annoncé, Michal Figlak. Donc on a découvert on a découvert quelqu'un de très fort avant le combat. Mm. On en parlait justement à la fin d'expérience avec un fan qu'on a rencontré, avec qui on a pas mal parlé, Maxime, qu'on salue Mm. s'il passe par là. Donc on a découvert un combattant très fort et surtout très dangereux, très explosif et qui a marqué beaucoup de gros KO au Cage Warrior. Mm. Donc un combattant qui pouvait faire peur à Fares et au final pas du tout. Mm. Grosse masterclass de Fares qui a dominé les 3 rounds et qui a été jusqu'à la décision pour gagner très logiquement par décision. Après avoir contrôlé le combat à tout niveau, que ce soit en striking ou surtout en grappling, puisqu'il a vraiment réussi à éviter les gros coups de poing de son adversaire, qui quand même a montré de l'explosivité et a pu nous faire peur à certains moments en essayant de le coincer contre la cage, mais il n'a jamais vraiment réussi à faire mal. Et Fares qui a eu beaucoup de répondants en striking et surtout des emmenés au sol, des projections au sol qui étaient magistrales, presque des souplexes, des fois où Mm. il soulevait son adversaire plusieurs secondes en l'air avant de l'écraser au sol. Donc vraiment un grappling et après un contrôle au sol de Fares qui était une masterclass et qui remporte ce combat très logiquement. Et il était déçu à la fin de ne pas Mm. avoir de finish, mais franchement, après une performance comme ça, après une telle domination de sa part, on ne lui en veut pas du tout. Ouais. Franchement, il a Ouais. géré le combat comme il fallait. Il a pris des risques dans ses amenés au sol. Il a su éviter le piège de son adversaire et Mm. ses périodes d'explosivité. Donc franchement, très très bien géré pour notre Français Fares Diam qui ramène le compteur à 2-0 Mm. en ce début de soirée. Et franchement, là, l'ambiance était vraiment folle. Après le combat de Benoît et celui de Fares, là, on partait vraiment dans une ambiance stratosphérique. Là, la hype était vraiment au rendez-vous, hein. Franchement, donc Faresiam, qui donc, pour ce qui est des stats, hein, avait tenté un peu plus de frappes que son adversaire, mais qui en avait mis beaucoup plus, hein, qui en a mis 2 fois plus que son adversaire, hein. 111 contre 55, 3 takedowns sur 7 tentés, contre 1 pour son adversaire, hein, qu'on a tenté donc enfin qu'on a réussi un, qu'on a tenté 5, donc Ouais, plus de très bonne réussite. défense. Voilà, Ouais. très bonne défense de Fares et plus de réussite aussi, donc moins bonne défense pour son adversaire. Et puis Fares qui a géré avec une belle, hein, décision en plus unanime, 30-27, 30-27 et 29-28. Donc vraiment pas du tout
avec beaucoup de jeux. Enfin, en tout cas, les juges, on se demande d'ailleurs pourquoi il y en a un qui a vraiment donné. Bon, certes, il y a des fois des rounds qui sont un peu indécis, mais là, franchement, il aurait même mérité une décision unanime à 30-27 pour tous les juges. Mm. C'était vraiment une masterclass et ça a lancé la soirée parfaitement pour nos Français et parfaitement pour le public, hein, qui était Ouais. vraiment, on était chaud bouillant. Là, c'était la folie, hein, vraiment. Voilà, après ces deux premières victoires par des Français en quart préliminaire, c'était, voilà, on s'est dit on peut tout faire, quoi. C'est clair. Et après, on est vite redescendu, C'est on ça, va dire. c'était la douche froide. Ce qu'on va appeler le pire combat de la soirée entre Makdessi et Ouais. Nasrat Akparast. Mm. Donc, un combat, on n'attendait pas grand-chose à la base. Voilà, On s'attendait à rien, on était quand même déçus, voilà, comme c'est disait exactement Dewey dans Malcolm. ce qu'on peut dire. On ne s'attendait à rien, on a quand même été déçus. Le public a été endormi, mais Ouais. totalement. Gros manque de confrontation entre les deux, c'était pas du tout impressionnant. Il y avait beaucoup de striking, mais beaucoup de périodes où juste ils se regardaient, ils touchaient pas. Aucun des deux combattants en fait n'a pris de risque Mm. et n'a tenté vraiment de choses. Donc une victoire par décision unanime de Nasrat Akparast, sans surprise, mais sans la manière, Oui. finalement. Parce que vraiment, un combat contrôlé, mais dans lequel il ne se passe rien, et le public l'a vraiment montré en sifflant le combat à Mm. plusieurs reprises. Et ça, c'est que c'est dommage, parce qu'après la grosse ambiance qu'on a eue pour nos deux premiers Français, ça a vraiment mis une grosse clim en Mm. fait, à la soirée. Et on avait peur que ça ait du mal à redémarrer ensuite. Exactement, et puis c'est vrai que on a donc John Makdessi et Nasrat Akparast qui devaient à la base être dans la main card, hein, on le rappelle, puisque nous on vous a fait les previews en se disant qu'ils étaient dans la main card. Et heureusement, comme on dit, comme on vous a dit d'ailleurs plus tôt, visiblement l'UFC nous a entendus, puisqu'on avait un peu crié au loup en se disant c'est pas normal que Nassourdine Imavov notamment soit en prélim et que des nobody, en tout cas même sur le papier, soient en carte principale, donc en l'occurrence Makdessi et Akparast, et on a eu raison. Enfin, en tout cas, je pense que l'UFC, je sais pas si on a eu raison ou si l'UFC a fait un bon move, je pense qu'il y a du bon dans les deux, mais l'UFC a fait un très bon move de les mettre en prélim parce que franchement, s'ils avaient été vraiment à la place du combat de Imavov, ça nous aurait mis une clim énorme avant le co-main event et le main event, et ça aurait été difficile. Là, au moins, on a eu cette clim-là, ça a permis à tout le monde d'aller pisser, comme on dit, Ouais, c'est ça, et c'est totalement d'aller ça. prendre, voilà, de se restaurer ou d'aller acheter des boissons. Parce que voilà, une décision unanime 30-27, 30-27, 29-28. Et puis en plus comment dire, des combattants qui essayaient de créer une rivalité, en tout cas de faire semblant qu'il y ait une rivalité alors qu'il n'y avait rien dans l'octogone, hein. On se souvient de la fin du premier Premier round, round ouais. où ils s'approchent, limite tête contre tête, en disant, enfin, en se provoquant l'un l'autre, et voilà, on s'était dit vraiment, Et le mais public qui a sifflé fort à ce ouais, bien moment-là, sûr, l'air de dire à quoi vous jouez parce c'est ça, qu'il se passe rien. c'est exactement ça. Voilà, si vraiment il y avait des coups qui étaient rendus, il y avait, voilà, de l'animosité dans le combat, des coups un peu vicelards, etc. On veut bien, mais là c'est vrai qu'il y a rien, il y avait rien qui était proposé, il y avait rien qui était tenté, etc. Et ils font genre que c'est Rocky contre Apollo, quoi. On a l'impression que c'est la rivalité de leur vie. Donc voilà, faut peut-être se calmer un peu. Et avant de jouer les showman, un peu, enfin, comme on dit en anglais, deliver, c'est vraiment genre rendre intéressant son combat, quoi. Enfin, en tout cas, faire des choses. Parce que on va regarder les stats rapidement, hein, mais je crois pas qu'il y ait grand-chose, hein, à dire sur les stats. Si ce n'est que, voilà, Ouais. 73 frappes, d'un côté, 72 de l'autre, avec 37% de réussite, 40% de réussite. Donc voilà, c'est dire à quel point bah, c'était mauvais. Ouais, Et puis, l'highlight du match, c'est juste Akparast qui fait deux très beaux takedowns dans le ouais, troisième round, exactement, mais c'est tout. c'est ça. C'est tout, et il n'y a rien d'autre à dire sur ce combat, quoi. Oui, C'était voilà. pas Je intéressant. pense que voilà, on peut passer rapidement, et c'est vrai que de toute façon pour voilà, pour ceux qui étaient chez eux, qui n'avaient pas forcément, je pense, mais peut-être qu'on l'entendait, hein, c'est vrai qu'on n'a pas revu le show entre temps format télé, mais voilà, nous c'est vrai que dans la salle c'était grosse clim, et même et grosse huée de la part du public. Ouais. Grosse huée de la part du public qui ont été très vite effacées par ce knockout incroyable, ce chaos
fou, en tout cas qui a été mis anti-KO parce que c'était mais quand même le coup de pied, le front kick, pied-bouche comme on dit, Mm. de pied-menton et pied-bouche même parce qu'il y a des images où vraiment le pied est dans la bouche, Oui, de Magomedov. On avait dit qu'on connaissait pas beaucoup, mais qu'il faisait peur, rien ouais, qu'avec rien que son dans le nom. nom, ça Et fait bah peur. franchement, on a eu raison puisque c'est la deuxième performance de la soirée pour Abus Magomedov qui gagne par TKO à 19 secondes pardon, dans le premier round contre Dustin Stolfus. C'était incroyable Incroyable. pour à la fois relancer après cette clim et surtout lancer la carte principale. Mm. C'était incroyable. Il est arrivé, vous l'avez l'image du front kick où effectivement, alors là je crois pas que sur cette image là on l'ait exactement, mais il y a d'autres images qui ont été prises où vraiment on voit le pied dans la bouche, hein, les orteils Mm, oui. de Magomedov dans la bouche de Stolfus. Et puis voilà, c'est après ce là où Stolfus ne tombe pas raide, hein, mais est sonné forcément, et Magomedov qui avance forcément et qui le termine Qui contre la termine, cage, ouais, qui l'enchaîne. qui l'enchaîne contre la cage. Et là on a eu le oh de Joe Mm. Rogan que je peux plus faire parce que du coup je l'ai fait dans l'arène, mais je l'ai laissé là-bas aussi. Mais où voilà, on est vraiment choqué, on comprend Joe Rogan qui à chaque fois hurle pendant ces KO là où on se dit mais waouh, c'est Ouais. impressionnant. Et il y avait vraiment besoin de ça pour relancer le public après vraiment le combat nul de Makdessi et Mm. Akparat. Donc on a été vraiment gâtés d'avoir ce chaos pour relancer l'ambiance et ça a très très bien marché parce que vraiment tout le monde était choqué Ouais. de ce qui venait de se passer. Et en plus, donc après Michael Bisping, dans les interviews d'après-combat, a Mm. annoncé que c'était le quatrième KO le plus rapide de la division, je crois des poids moyens. Voilà, une grosse performance pour Abus Magomedov qui faisait ses débuts aussi à Mm. l'UFC. Vraiment des débuts avec la manière. 19 secondes, il a pris presque aucun coup, je pense. Dans les stats, Euh, y a rien du tout. Si dans les stats, il y a 7 frappes pour lui, 100% de réussite, 0 frappe pour l'autre Oui, il avec a pas pris de 0% de coup, ouais, c'est réussite. ça. Voilà, non mais voilà, ouais, il n'y a pas grand chose dans les stats, mais en l'occurrence, bah, c'est fini. Mais oui, incroyable, incroyable. En tout cas, ça méritait largement la performance of the night. Mm. Même nous, on l'a dit au moment venu que c'était le chaos chaos de la soirée. Et à part s'il y a un truc de fou Mm. autre qui se passe, mais après un chaos comme ça, on peut difficilement faire mieux, en tout cas sur la même carte, sur une et une seule carte, quoi. Oui, c'est vrai. Très bien pour finir la carte préliminaire, relancer le public et lancer la main card qui après était aussi très folle, la main card. La main card en tout cas qui s'annonçait très folle et qui a été très folle, mais qui s'annonçait très folle sur le papier. On a commencé avec un Canadien francophone, avec quelqu'un qu'on aime bien, comme on Mm. dit, et qui malheureusement, voilà, on pense à ceux qui étaient là pour la preview, hein, notamment Quentin et Thomas, je crois que c'était Thomas hein, qui nous avait Ouais, dit je Wood, crois. et qui a eu raison. Charles R. Jourdain contre Nathaniel The Prospect Wood, et Nathaniel Wood qui ont donc à gagner à décision unanime 30-27, 30-27, 29-28. Une décision logique. Hein, Ouais. quand on voit voilà, c'est le genre de combat où on se dit à la fin du deuxième, bah, s'il n'y a pas knockout ou soumission dans le troisième, c'est fini pour Jourdain. Et enfin, c'est fini, genre, il perd, c'est sûr. Mm. Et là, c'était le cas. Hein, c'est avec Jourdain, déçu, je pense, décevant, c'est sûr. Voilà, on s'attendait à mieux, surtout le début de main card où voilà, on espérait qu'il gagne. Il n'y a pas grande différence sur les frappes, hein, 128, 100, 115 avec à peu près le même taux de réussite. Mais c'est sur les takedowns où ça fait la différence. Hein. 5 pour Wood, un seul pour Jourdain. Et voilà, et après c'est compliqué même au sol, hein, beaucoup de domination. Et Wood qui a vraiment contrôlé le combat. Mais un très beau combat, en tout cas dans l'ensemble, un combat qui plaît aux puristes. Et c'était l'ambiance globale de la salle qui était vraiment très satisfaite de ce combat, qui a eu un beau spectacle, très beau en clinch. Les deux Ouais. combattants qui se sont souvent retrouvés en clinch à À s'envoyer remonter les genoux, des ouais. frappes et à faire des phases de combat très disputées où nous on voit justement pas très bien qui prend le dessus sur l'autre dans Mm. ces phases de clinch. Et souvent, ces phases de clinch étaient à l'avantage de Wood grâce à un takedown. En fait, ils envoyaient beaucoup de frappes dans le clinch et Wood calmait le jeu avec un takedown, souvent en attrapant la jambe et en faisant une petite bascule sur le côté un peu croche-patte Mm. sur Jourdain. Et c'est passé quasiment à chaque fois, en tout cas dans les deux premiers rounds,
dans le troisième round, Jourdain, qui avait compris la technique au bout d'un moment, forcément, les a un peu contrés, un peu défendus, mais ça Et n'a pas puis, fait la différence, quoi. et C'était puis trop tard. qui avait compris la technique, et puis qui savait en plus que c'était fini pour lui. Que si il faisait pas un truc incroyable dans le troisième, c'était fini. Mm. Donc on l'a vu aussi jeter parfois des frappes, des high kicks, etc. Enfin, se jeter Tenter un des peu, choses, voilà, ouais. tenter des choses un peu plus folles en se disant, voilà, de toute façon, j'ai plus rien à perdre et c'est le moment ou jamais. Donc, Et pourtant, malgré le public qui était à 100% ouais, derrière lui, qui en plus a fait son entrée sur du Booba, donc ça a exactement. fait grosse sensation Mm. dans la salle. Donc il avait le public derrière lui, on l'a poussé vraiment à donner le meilleur de lui-même, surtout dans le troisième round, pour qu'il arrive à sortir quelque chose et prendre la victoire. Ça n'a pas suffi face à Nathaniel Wood, très serein, vraiment très complet Mm. à tout niveau, même au sol, il a été très percutant, très dynamique, vraiment faire de très belles transitions au sol. Et donc, un combattant très complet qui a vraiment géré son combat comme il fallait. Et en tout cas, on n'est pas déçu que ce combat ait été à la décision, puisque ça a été une très belle bataille, une très belle décision pour Wood, qui en tout cas est en train de se créer un petit chemin à l'UFC qui commence à être très intéressant. Et en tout cas, va falloir le suivre de près. Et il porte bien son surnom de The Prospect. Oui, exactement, et qui s'offre donc une 19e victoire à l'UFC, peut-être pas, mais en tout cas en professionnel. Deuxième victoire à l'UFC. Exactement, mais voilà, c'est un petit lapsus de ma part. 19e victoire à l'UFC, ce serait un vétéran. Mais non, donc 19e victoire en professionnel, deuxième victoire à l'UFC pour Nathaniel Wood, The Prospect, qui éteint un peu les espoirs, en tout cas d'ascension fulgurante de la part de Ouais, Charles Jourdain. Ça, c'est un peu dommage pour lui, mais en l'occurrence, il le mérite, hein, vraiment, les deux méritent du respect parce que c'était un très très grand combat qui a très bien lancé la main card, bon, qui a été beaucoup moins une douche enfin en tout cas une clim que Magdessia Akparas, puisque il y avait quand même beaucoup beaucoup de choses, c'était très beau, mais ça a été un peu une douche sur la défaite de Jourdain. C'est-à-dire ouais. effectivement voilà, on était très content du combat parce que voilà, pour tous ceux qui aiment le MMA, et c'était je pense le cas de la majorité dans la salle et de ceux qui regardent, quand on aime les sports de combat, on aime voir ce genre de combat parce que c'était complet, c'était intéressant, il y avait des choses qui se passaient, il y avait des choses à regarder, il y avait des rebondissements, etc. Mais derrière, voilà, on est un peu déçu parce que Charles Jourdain perd et que, bon, même s'il n'est pas français, il est canadien francophone. On adore les Canadiens francophones et on adore Charles Jourdain, qu'on salue s'il voit à un moment donné ce live ou une rediff. Et voilà, ce n'est que partie remise, c'est dommage pour lui, même si voilà, il a eu le soutien du public français, on était tout cœur avec lui. Mais voilà, ça passera pour une prochaine fois, peut-être contre un autre adversaire. On l'espère C'est en tout ça. cas. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite, que ça marche bien pour lui dans l'avenir. Quelqu'un pour qui ça marchera bien, c'est sûr, dans l'avenir, c'est notre premier français de la main card, Ouais. William Gomis. William donc Gomis qui ouvrait la main card pour les Français et qui s'est installé confortablement dans le cœur du public, même si on a une décision majoritaire Mm. de 29-28, 29-28, 29-29. C'était un peu poussif par moment pour le Jaguar. Ouais, un premier round très disputé, très compliqué à noter. Mais non, pas le premier round, le dernier round qui était compliqué Ouais. pour William Gomis, excusez-moi. Justement, William Gomis qui fait une bonne entrée dans le combat, dans un combat disputé. Il y avait aussi pas mal d'Hollandais dans la salle pour pousser le Hollandais, voilà, pour l'encourager, même si on a fait vraiment beaucoup de bruit pour lui. Et je pense que c'est ça qui l'a poussé, en fait, William Gomis, à aller chercher la décision, à gagner ce combat. C'est vraiment le public français qui l'a poussé. Peut-être que à l'inverse, si on aurait été aux Pays-Bas et qu'il n'avait pas de public avec Mm. lui, il aurait eu plus de mal parce qu'on a senti quand on l'a poussé, quand on a donné de la voix, que là il s'est donné. Parce Il que l'a dit lui-même, hein. ouais, il l'a dit, mais ça s'est vraiment vu parce que il a bien mené le combat, il gagne une décision logique au début, mais un troisième round très compliqué puisqu'il se fait emmener au sol et il arrive à sortir in extremis d'un triangle choke, Mm. euh, triangle Un bar, ouais. triangle armbar qui était mais très très serré. Mm. On a tous cru qu'on allait se prendre une grosse clim alors qu'on savait qu'il allait sûrement gagner le combat à la décision puisqu'il avait gagné les deux premiers rounds et qu'il fallait absolument
qui s'échappe de ce triangle. Il a réussi à le faire. Mm, Et tout le public a vraiment hurlé mm. pour Il l'a dit, l'encourager hein. Il a dit à la fin à que c'était sortir ça, hein, de qu'il ce avait. triangle. Et il a réussi. On ne sait même pas comment, parce que la Mm. soumission était vraiment très très bien enclenchée. Et c'était très bien joué de la part de Jarno Herrens. Mais voilà, magnifique de la part de William Gomis qui sort de ce triangle et qui va chercher une décision. On a eu peur que ce soit une égalité Mm. quand Bruce Buffer a annoncé le 29-29 notamment. On a eu un peu un moment de doute là-dessus, mais finalement une décision majoritaire, amplement méritée pour William Gomis qui fait vraiment de beaux débuts et qui lance bien cette main card au moins du point de vue du public et pour les combattants français. Et en tout cas, une belle victoire pour son entrée à l'UFC, c'est tout ce qu'il méritait. Et en tout cas, un beau combat aussi. Ouais, totalement un beau combat. Donc William Gomis qui sur la fin, voilà, il nous a fait une grosse frayeur avec ce triangle armbar, comme tu le disais, qui était très serré, qui était visiblement très bien porté et duquel il a mis du temps aussi à se sortir. Et lui-même l'a dit, il a reconnu en interview d'après-combat que c'était grâce au public, hein, qu'il entendait et qui justement qu'il a été jusqu'au bout et même il a même rajouté je préférais mourir que d'abandonner dans l'octogone. Et Michael Bisping qui a répondu I'm glad no one died. Mais effectivement, voilà, Gomis qui était prêt, je pense plutôt, voilà, soit il s'en sortait, soit il s'endormait, il n'allait pas taper devant son public, mais voilà, il s'en est sorti. C'est vrai que juste avant, il y a eu des signes avec une guillotine enfin, qui a été tentée par son adversaire, qui a été quasiment portée, mais voilà, il s'en est sorti très rapidement. Donc on s'est dit, voilà, il est affûté. Et puis finalement, il s'est quand même laissé prendre, mais heureusement, il s'en est sorti et il mérite amplement avec ce finish de héros, il mérite amplement cette décision partagée entre guillemets, hein. Effectivement, il y a une égalité, une décision majoritaire qui mérite amplement, même si son adversaire mérite aussi justement d'avoir pas une décision unanime pour Gomis, puisque son adversaire a fait quand même des très belles choses. Mais la décision majoritaire, heureusement pour notre Français, Mm. qui nous maintient et qui nous relance la hype française pour les deux autres combats du coup français qui restent, hein, puisqu'on rappelle que Imavov est passé en main card et est passé même juste avant le main event. Très belle Donc place. voilà, très belle place, la meilleure place entre guillemets qu'on pouvait lui souhaiter. Donc visiblement d'une journée à l'autre, il passe juste avant le main event. Donc Il y a une on est justice. très fort pour Nassourdine, on est très content pour lui et on l'avait demandé entre guillemets demandé, mais on s'était insurgé contre ça. Mm. Et, et donc c'est passé pour Nassourdine, c'est passé aussi, enfin c'est pas passé plutôt pour nos amis italiens, pour le premier italien de la soirée qui était là, donc une grosse délégation italienne visiblement, qui sont tous venus ensemble, hein. Il y a une team Marvin Vettori et puis du coup une team Marvin Vettori qui bien sûr encourageait aussi Alessio Di Chirico contre Roman Kopilov et Alessio Manzo Di Chirico qui malheureusement a perdu. Nous, on avait espéré que l'Italien gagne parce qu'effectivement l'Italie, on aime beaucoup l'Italie, mais effectivement Kopilov qui a éteint les espoirs des Italiens et en plus en toute fin de combat au troisième round Mm. avec un TKO à 1 minute 21, 1 minute 09. Pardon. Oui. Un TKO assez Voilà. impressionnant en plus, Mm. qui a vraiment mis une grosse clim au public Mm. italien, qui était vraiment venu en nombre. Sur les 15 000 personnes de l'arena, il y avait peut-être bien 1000 Italiens, Ouais, c'est facile. franchement facilement 1000 Italiens, et qui ont fait beaucoup beaucoup de bruit, qui ont chanté l'hymne national italien, qui ont vraiment encouragé dans leur langue Mm. leurs combattants, que ce soit Marvin Vettori et Alessio Di Chirico, et qui ont été vraiment Mm. éteints par ce chaos au troisième round. Donc forcément un peu déçu pour eux parce que ils ont vraiment aidé à mettre l'ambiance dans cet accord Arena. Donc un peu déçu pour eux, mais en tout cas grosse performance de Kopilov et en tout cas très très beau combat parce que très 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 serré. Les deux combattants qui étaient vraiment à s'échanger les coups violemment. Je pense que Kopilov avait le dessus sur les deux premiers rounds, malgré des bonnes performances de Dichariko, quand même, un bon répondant. Je pense que Dichariko aurait perdu une décision s'il était allé jusqu'à la fin du combat, justement. Mais Kopilov qui a été très solide, très fort, et puis qui a su tirer parti de la fatigue de Dichariko dans le troisième round. Je pense que c'est ça qui l'a fait qu'il est tombé sur les coups de poing de son adversaire. Il commençait à être très fatigué.
Kopylov a su capitaliser là-dessus et finir le combat par KO. Donc grosse clim pour nos amis italiens. Et nous, ça nous fait aussi un mauvais pronostic, puisqu'on avait Mm. pronostiqué Dishaiko voilà, par solidarité européenne. Et Mm. pour nos amis italiens, bah, du coup, un mauvais pronostic de notre point de vue. Ouais. Pour ceux qui ont regardé le live ou la rediffusion de la vidéo pronostic et preview de l'UFC Paris. Mais franchement, un combat dans l'ensemble très très bien à regarder, vraiment très intéressant. Et on a encore une fois été gâté par ce combat où on n'attendait finalement pas grand chose, Mm. où voilà, on voulait juste découvrir des combattants et un combat intéressant. Le combat a été plus qu'intéressant. Ouais. Franchement, effectivement, hein, Alessio Di Chirico qui a quand même proposé de très belles choses hein, au niveau des stats. Hein. On est effectivement sur un peu plus de frappe, forcément pour son adversaire. Mais voilà, on avait des belles phases donc debout, des belles phases aussi donc de contact, etc. Et un combat qui, alors on n'a pas forcément, du coup, on n'a pas accès aux cartes officielles des juges puisque ça n'a pas été à la décision. Mais un combat que je pense qu'il maîtrisait quand même un peu. Parce qu'on s'était dit même que c'était compliqué pour Kopylov. Et voilà, on espérait vraiment jusqu'à la fin la victoire de Dishilko et Kopylov qui est venu éteindre tout espoir avec ce TKO. Mais TKO amplement mérité, Kopylov voilà, qui mérite sa victoire et qui fait honneur à tous ces Russes parmi tant d'autres, mais voilà, qui sont définitivement très très dangereux dans l'octogone et voilà, et qui marquent leur territoire progressivement. Donc dommage, très dommage pour les Italiens qui étaient là, qui étaient à fond. Mais bien joué pour Kopylov. Et ça nous faisait un autre finish aussi dans la soirée, ce qui évitait quand même d'avoir que des décisions. On a eu un peu de Ouais. tout, et ça c'est cool. Un autre combat qu'on espérait voir terminer très très fort, Ouais. et celui qui était juste avant, du coup, le Common Event, hein, on arrivait vraiment sur les 3 derniers combats de la soirée, c'était assez fou. Et bien c'était forcément celui de Nassourdine Imavov contre Buckley, donc l'américain. Hein, forcément, Nassourdine Imavov, donc daguestanais, russe, mais bien sûr français d'adoption de cœur depuis toujours, et Joaquin Newmansa Buckley, l'américain, qui avait fait sensation avec ce spinning back kick incroyable dans son dernier combat, qui avait une hype ouf, qui lui-même avait demandé à l'époque, au moment des signatures, notamment des posters, d'avoir son combat en main card. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas en main card. Là, ils ont été placés parfaitement. Et l'enjeu était effectivement pour Imavov, comme on l'a dit dans la preview, pour ceux qui étaient là, et ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller voir aussi ce qu'on a dit. Hein, mais voilà, on l'avait dit dans la preview, Imavov, l'enjeu c'était de s'asseoir sur la concurrence, entre guillemets, puisque Buckley, 28e dans le classement, mais qui était star montante, donc il fallait un peu l'éteindre. Et Imavov, il fallait qu'il montre que, voilà, que 13e, ça lui suffisait pas. Et que, voilà, que 28e, c'est clairement en dessous de son niveau. Et que au-dessus, voilà, c'était son objectif. Il nous l'a montré avec justement une décision unanime, 29-28, 29-28, 30-27, qui est logique aussi Ouais. pour Nassourdine. Décision logique parce que grosse performance de Nassourdine sur les 2 premiers rounds qui maîtrise parfaitement le combat et qui montre vraiment des qualités exceptionnelles à la fois en striking et en grappling. Il a été super sur les 2 premiers rounds. Franchement, il n'y a rien à dire. Masterclass de Nassourdine. Il y a un combat génial puisqu'il y avait vraiment de la provocation entre les deux, du beef, hein, comme on dit en anglais, mais vraiment les deux qui s'insultaient dans l'octogone, l'arbitre qui faisait des fois des temps morts, parce que notamment Joaquin Buckley avait perdu son protège-dents, et Nassourdine qui allait tout de suite à son visage pour l'insulter, pour voilà, en découdre verbalement et physiquement dans l'octogone. C'était vraiment incroyable à regarder. Très grosse hype autour de ce combat, et ils l'ont très bien vendu avant le combat. Ils l'ont très bien même vendu pendant le combat, parce qu'à regarder, c'était vraiment exceptionnel et une super performance de Nassourdine, mais qui a montré des faiblesses. Et malheureusement, il est arrivé fatigué dans le 3e round. Et pour moi, Joaquin Buckley a largement gagné le 3e round, puisqu'il lui a fait très très mal. Et je pense que s'il y avait eu 1 minute de plus au 3e round, ça aurait pu être la fin pour Nassourdine, qui était vraiment en très mauvaise posture. Parce qu'on a vu Buckley très agressif,
à lancer des gros coups de poing, mais souvent être trop court, Mm. et être même beaucoup trop court avec un Nassourdine qui se déplaçait très bien et qui évitait tous les coups quasiment de Buckley, enfin en tout cas tous les coups qui auraient pu faire mal. Et dans le troisième round, ça a été tout l'inverse, où justement Nassourdine n'avait plus le jus pour éviter les coups de Buckley, et là se prenait tout, et on a vraiment eu très peur que un coup mal placé nous termine Nassourdine. Et je pense qu'on n'était pas loin si le combat aurait duré un peu plus. Je ne comprends même pas pourquoi d'ailleurs un juge a mis les 3 rounds à Mm. Nassourdine, parce que clairement le dernier round n'était pas pour lui. Et donc une victoire par décision, heureusement logique pour Nassourdine, qui a largement dominé les 2 premiers rounds. Un très beau combat qui, pour moi, aurait pu être le combat de la soirée s'il n'y avait pas eu cette masterclass qu'on a eu en main event. Je pense que ça aurait été lui le combat de la soirée, parce que l'animosité entre les deux combattants, les deux ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient dans l'octogone. C'était vraiment magnifique à regarder. Et encore une fois, le public français qui était Mm. à fond derrière Nassourdine. Et ça, c'était voilà, l'ambiance qu'on a pu ressentir dans l'arène au moment de ce combat était vraiment géniale. Et à la fin, en tout cas, belle victoire de Nassourdine, et respect aux deux hommes pour la belle guerre qu'ils nous ont donné. Vraiment un super combat. On a été très gâtés de l'avoir. Si on imaginait une bonne bagarre avant le Common Event, Mm. on pouvait pas Ouais. imaginer mieux, hein. C'est vrai que moi, comme je te l'ai dit bah, justement hier soir quand on avait briefé tous les deux, et puis que je te l'avais redit, c'est vrai que moi, Nassourdine, il m'a fait peur. Je vous le dis sans mentir. Il m'a fait peur sur le troisième round, en l'occurrence. Il m'a pas fait peur dans le bon sens, parce que à la limite, s'il m'avait fait peur pour Buckley, je vous l'annoncerais pas comme ça, mais c'est vrai que voilà, Nassourdine, sur la fin, notamment quand on regardait les retours sur écran géant, etc., le dernier clinch contre la cage, il n'y avait plus personne. Franchement, c'était compliqué. Buckley il le tenait, mais Nassourdine il le tenait plus. Bon, après, il est un peu revenu, mais il y a des images que j'ai dans la tête où je revois le regard de Nassourdine, où je me dis, franchement, effectivement, comme tu disais, s'il y a une minute de plus, c'est mort. Franchement, il est plus là du tout. Ça va être compliqué, compliqué, compliqué. Même si pour les 2 premiers rounds, il était impressionnant comme il sait le faire toujours, hein. Et c'est ça qu'on aime chez Nassourdine. Et on le voit d'ailleurs sur les stats, hein. Tu parlais des stats justement. On voit un premier round où il met 21 frappes, son adversaire 13. 25 frappes pour le deuxième round, 12 pour son adversaire. Et puis le troisième round, il en met 22 toujours. Donc lui, il reste constant. Mais Buckley qui arrive à en mettre 30 quand même. Mm. Donc Et on des n'est grosses pas en plus surtout. et des grosses frappes, voilà, mais dans le sens où voilà, et c'est plus de toute façon plus on rentre de frappes, plus on en rentre des petites qui amènent souvent des grosses, puisque on travaille d'abord le jab et après on envoie le gros crochet. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour Nassourdine qui a montré effectivement ses faiblesses sur la fin, mais qui mérite cette victoire, ça c'est sûr que parce que de toute façon, même si le dernier juge n'avait pas mis les 3 rounds à Nassourdine, il avait quand même une décision unanime. On avait quand même du Mm. 29-28 pour tout le monde, mais voilà, peut-être plus travailler. Je sais pas ce qui a été parce que même lui, hein, l'a reconnu à la fin, justement parce que Michael Bisping lui dit ah mais votre adversaire est revenu fort, etc. Il vous a fait mal. Et Nassourdine qui dit non, c'est pas lui particulièrement qui est revenu fort, c'est moi qui étais fatigué. En clair, il dénigrait pas son adversaire en disant qu'il a pas bien combattu l'adversaire, mais plutôt que de dire que il a fait pareil que les autres rounds, c'est juste moi qui étais moins là et qui du coup l'a laissé un peu plus avancer. Donc au moins il est réaliste sur ça et après je sais pas, je vais pas m'avancer pour dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas dans la préparation de la sourdine ou autre. Je connais pas du tout les tenants, les aboutissants exacts de tout ça, mais effectivement peut-être revoir la préparation physique, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est la semaine qui mène au combat qui a été mauvaise pour lui pour X ou Y raison. En tout cas, tout ce qu'on lui souhaite après cette victoire, c'est de monter très très haut dans cette catégorie des poids moyens et de monter très très vite. Et peut-être d'ailleurs d'avoir un combat contre le vainqueur du Common Event. Oui, j'aimerais bien. Je pense que ça Ouais, pourrait être une ça belle, pourrait être une une belle belle bagarre. affiche. Une belle affiche, En une tout belle cas, c'est bagarre. tout ce qu'on peut souhaiter à Nassourdine, qui, j'espère, grâce à cette victoire, va monter un peu dans le classement. Mm, Et comme il a pu montrer certains problèmes, faire moins peur aux adversaires, parce que c'est ce qu'on disait, il faisait très mm, peur. Comme le disait très bien Fernand Lopez, Nassourdine est un problème pour mm. n'importe qui, et personne n'osait, en tout cas, au-dessus de lui, l'affronter parce que le risque était trop gros. Maintenant qu'il a montré voilà, des petites erreurs,
des choses qui peuvent aller en sa défaveur, notamment la fatigue qui est arrivée voilà, en début de troisième round, ce qui peut être un peu rapide si jamais il a un main event en Mm. 5 rounds ou quoi. Voilà, ça peut peut-être donner la foi à des adversaires plus hauts que lui, de prendre le combat, de se dire bah, finalement c'est pas tant un surhomme que ça, je peux le battre. Et c'est à ce moment-là que Nassourdine va devoir venir très fort pour vraiment écrire son nom dans la Mm. division. Pourquoi pas justement contre un Whittaker, même si Whittaker a l'air d'être plutôt parti pour le titre, mais plutôt du coup contre un Vettori. Mm. Parce Bien qu'effectivement, sûr. Vettori, on va y venir plus précisément, mais comme il a perdu, va redescendre un peu. Et là, je pense que ça peut faire un très bon adversaire pour Imavov. En tout cas, ça serait vraiment génial d'avoir un Marvin Vettori contre notre Nassourdine. Et puis, et de ce qu'on a vu de Marvin Vettori, effectivement, ce sera un très beau combat et il est totalement à la portée de Nassourdine. Mm, Franchement, c'est pas un combat où on se dit, même d'ailleurs, tu me diras, tous les mecs de la catégorie poids moyen sont à la portée de Nassourdine. Après, effectivement, totalement. il y a encore du chemin à parcourir à l'UFC et on espère qu'il le parcourra aussi rapidement que possible parce que trop rapidement, c'est pas bon, mais voilà, aussi rapidement qu'il le peut et que possible pour réussir au mieux dans cette catégorie des middleweight qui nous a offert donc un très grand co-main event, un très beau co-main event. Pour nos amis italiens, ça a été encore compliqué, Ouais. même s'ils ont donné de la voix. Marvin Vettori, on parlait de l'in italien tout à l'heure, on n'a pas eu de Marseillaise, en tout cas à l'entrée d'un fighter. Mm, Il y avait discussion enfin, autour du fait que Benoît Saint-Denis peut-être arriverait avec une Marseillaise. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais Marvin Vettori qui est arrivé sur l'hymne italien, donc Fratelli d'Italia, et qui a donc mis le feu, en tout cas avec les Italiens qui ont tous chanté cet hymne. Et ça a été compliqué pour Marvin Vettori. Un combat finalement classique pour Whittaker qui a voilà, déroulé son jeu, comme on dit, qui a scoré finalement pas tant de frappes hein, quand on regarde les stats, mm. 74 contre 38, c'est pas, voilà, c'est pas un volume de frappe extraordinaire, mais qui obtient une décision unanime, hein, 30-27, 30-27, 29-28. Voilà, parce que c'est vrai que Vettori a quand même proposé de belles choses. Comme disait Whittaker à la fin, il frappait fort et moi aussi. Mais voilà, Whittaker gagne parce que le premier, parce que, comme il le disait, à part le champion, enfin, le Bisping lui dit, à part le champion, vous êtes le premier Rome plus dangereux dans la catégorie. Et d'ailleurs, qui a été une chose qui a été un peu mal traduite dans la salle et donc à la télé hein, par le traducteur français de l'UFC. Mais Whittaker qui n'a pas dit je suis le seul dangereux, je suis avec le champion, un des plus dangereux de la catégorie. Il ne dénigre pas bien évidemment le champion, euh, mais effectivement, il a montré qu'il était encore là, toujours là. Mm. Toujours là, l'ancien champion et une victoire très belle, mais sans Mm. surprise. C'est ce qu'on Oui. avait pronostiqué au début, enfin en tout cas quand on a fait le pronostic pour l'UFC Paris. On s'attendait à ce que le combat aille à la décision, sans surprise. On y est allé et on s'attendait à ce que ça soit plus compliqué parce que match-up difficile pour Vettori. C'est exactement ce qui s'est passé. Vettori n'a pas trop eu l'occasion de pouvoir grappler contre la cage comme il aime le faire avec Whittaker. Les peu de fois où c'est arrivé, il n'a pas réussi à le faire assez bien pour marquer des points. Souvent, Whittaker s'en sortait, même parfois arrivait un peu à prendre le dessus. Mais euh, bon striking de Vettori, mais pas assez bon pour se défaire de Whittaker, qui pour moi gagne les 3 rounds assez largement, surtout les 2 derniers. Le Mm. premier était peut-être un peu plus. Voilà, il se jauge un peu plus compliqué à scorer. Mais pour moi, Whittaker qui gagne les 3 rounds, euh, qui a combattu très intelligemment. Vraiment, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a envoyé comme des gros coups de pied au Mm. visage des gros high kicks plusieurs fois qui sont souvent passés en plein dans le visage de Marvin Vettori. Donc très bien joué de sa part à ce niveau-là. Marvin Vettori qui est très résistant, parce que Mm. franchement, il y a des coups de pied sur lesquels il aurait pu tomber où il a à peine vacillé. Donc franchement, gros menton de Vettori qui fait que ce combat va jusqu'à la décision. Mais un beau combat de striker, en tout cas les deux hommes ont bien échangé des coups. Un combat du coup qui va à la décision, qui n'est pas ennuyant. Franchement, Mm. c'était un Un très beau beau, combat ouais. à voir parce qu'il y avait le public italien qui poussait, alors qu'à l'inverse, le public français était plus Mm. pour Whittaker. Donc il y Ouais. avait vraiment un bel affrontement même d'un match dans le match, quoi, Mm. entre notre public et le leur.
Donc franchement, c'était vraiment très agréable à regarder, très agréable à vivre, et très belle victoire pour Whittaker qui, comme à son habitude, gagne une décision très intelligente. Très intelligente, et c'est ce que d'ailleurs lui a dit Cyril Gane quand ils se sont croisés à la fin de l'UFC. Hein. Il a reconnu, il l'a félicité pour sa victoire, et il lui a dit voilà, grâce à ton intelligence, etc., tu as réussi à faire la différence. Et comme d'habitude, hein, c'est vrai que Whittaker l'avait dit, qu'il voulait montrer qu'il était justement pas fini, que c'était un ancien champion, un vétéran entre guillemets de l'UFC, que forcément c'était fini pour lui et qu'il fallait oublier, il fallait plus compter entre guillemets sur lui. Mais d'un autre côté, voilà, c'est un combat classique, comme on l'a dit, un combat qui a pas été surprenant, mais qui a été un beau combat. On a vu un vrai ancien champion voilà, qui a corrigé, si on peut dire, le numéro 2 dans la catégorie, et qui lui a un peu montré, numéro 3 même, dans la Numéro catégorie, 3. ouais, numéro 3 dans la catégorie, qui lui a montré que voilà, il y avait encore un peu de chemin pour Marvin Vettori, que tout n'était pas fait, et que le niveau champion, c'est encore autre chose. Mm. Parce que voilà, Whittaker qui veut la ceinture, forcément, qui ne l'a pas, et qui surtout n'a peut-être pas encore le niveau, lui, du champion. Adesanya, c'est ça, C'est ça. si je ne m'abuse, comme on dit. Mais voilà, qu'il l'a affronté, qu'il ne l'a pas battu, À et deux qui. reprises. Et, Voilà. ouais, Donc, est-ce qu'il a, lui, le niveau de champion actuel? La question reste à poser. En tout cas, est-ce qu'il est le premier, et c'est ce que disait Bisping, est-ce qu'il est le premier après le champion? ça Visiblement, c'est il n'y a sûr. pas, il y a pas gros débat à l'UFC. Mais voilà, Whittaker, lui, aime à croire, ou en tout cas aime à dire qu'il est, avec le champion, un des hommes les plus dangereux en middleweight. Mais on était très content, en tout cas, de ce Common Event. On était très content de la programmation, hein, à l'origine. Whittaker, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un ancien champion. Vettori, c'est quand même pas n'importe qui non plus dans la catégorie. Et donc, c'était vraiment très, très appréciable de les avoir en Common Event à l'UFC Paris. Exactement. Et maintenant, eh bien, l'événement de la soirée, hein, qui a donné son nom à la soirée, qui a été d'ailleurs le combat de la soirée. Et ça, Mm. c'est, voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être le meilleur scénario quand on a un main event, hein, parce que si c'est le premier combat des prélims qui est le combat de la Ouais. soirée, et que le main event, c'est vraiment nul, on est quand même un peu déçu. Et ben là, on n'a pas du tout été déçu par donc, ce combat de la soirée incroyable de la part de Cyril Gann. Un combat impressionnant, un combat qui fait peur, qui nous a fait peur, qui nous a fait trembler, pour Cyril, bien entendu, et qui nous a comblé de joie, notamment au troisième round, puisque on a été dire bonjour au chaos. En l'occurrence, Tai Tuivasa lui a été dire bonjour au tapis. Et voilà, à 4 minutes 23 du troisième round, on est sur une win par KO de Cyril Gann. Coup de poing enchaîné, où voilà, il fait mal à Tuivasa, mais après être revenu quand même de loin. Ouais, il revient de loin. En tout cas, c'est le pronostic qu'on a exactement qu'on avait Mm. fait pendant notre pronostic. Ce qu'on espérait en tout cas, c'était une victoire par finish, par KO, si possible, par Cyril Gann au troisième round. On a vu juste, un peu visionnaire, un peu Mystic Mac pour le coup, mais très beau parce que un premier round où ça se jauge, finalement, il ne passe pas grand-chose. Le public français qui chante une Marseillaise, Mm. magnifique, une Mm. Marseillaise reprise par tout le public. Beaucoup d'encouragement pour Cyril. Et c'est dans le deuxième round, on va dire à peu près vers le milieu de la fin du deuxième Mm. round, que Tai Tuivasa arrive à connecter Cyril avec un gros crochet du droit. Cyril qui tombe pour la première fois au tapis, donc qui nous fait très peur. Tout le public qui s'est levé vraiment choqué vraiment Mm. ce stress pour notre champion national Cyril, de se dire putain ça y est. Moi je me Mm. suis dit ça y est, c'est Mm. mort, Ouais, c'est mort, c'est fini. on perd là-dessus. Et Cyril, qui, malgré la violence du coup, malgré qu'il soit tombé sur ses fesses, Mm. dos à la cage, vraiment sur le grillage, arrive à éviter le deuxième coup de Tuivasa qui vient pour le finir, à lui prendre ses jambes un peu pour venir grappler et en mode je reprends mes esprits en t'attrapant et je reviens pour contrôler le combat. Ce qu'il a réussi à faire, et à partir de là, ça a déclenché un truc de fou parce que nous, tout le monde s'est Mm. levé quand Cyril est tombé au sol, puis on ne s'est plus rassis Mm. jusqu'à la fin du combat, quoi. Mm. La fin du deuxième round a été extraordinaire.
Cyril Gane qui est revenu, mais on peut le dire, de nulle part, pour faire une série de coups de pied au corps qui faisaient que de toucher Tuivasa Mm, et qui l'ont vraiment, mais on a limite cru qu'il a mis deux coups de pied au corps, un coup de genou sauté au corps. mm, On a cru, tout le monde hurlait tue-le, mm, finis-le. mm, Ouais, vraiment, mm, tue-le, mm. tue-le. C'était Ouais, vraiment exceptionnel. Où Cyril Gann a enchaîné Tuivasa. Tuivasa qui a résisté et donc le round s'est terminé là-dessus. En mode vraiment grosse hype mm, autour de Cyril Gann qui vraiment a su rebondir. Et le troisième round, euh, explosif. mm, Explosif, troisième round qui, je pense, offre le combat de la soirée à ce combat puisque le troisième round était extraordinaire. Les deux combattants qui en voulaient, qui vraiment s'amusaient en plus dans mm, l'octogone à se battre, on voyait qu'ils adoraient ça, et très disputé. Et finalement, c'est Cyril Gane qui, avec une magnifique droite, vient toucher Tuivasa, le faire vaciller et l'enchaîner au sol pour après le finir avec des armor fists au sol. Magnifique TKO. La foule était en délire. On a eu très peur et ça a fait que la victoire est encore plus belle. Et franchement, vraiment incroyable. On ne pouvait pas rêver mieux pour Cyril. On espérait une victoire de sa part. On attendait un chaos. Il mm. voulait un chaos pour faire le spectacle à Paris. Il l'a fait. Et finir sur un Fight of the Night comme ça, c'était exceptionnel et peut-être un des meilleurs combats poids lourds qu'on a pu avoir Mm. depuis longtemps. Ouais. Franchement, c'était impressionnant parce que tu vas ça être impressionnant parce que Cyril forcément est impressionnant. On avait une très bonne ambiance, hein, tu l'as esquissé juste là, mais on avait une très bonne ambiance entre les deux fighters, comme je disais à Antoche hier soir. J'ai l'impression de voir un sparring de temps en Mm. temps, voilà, un sparring parce que justement, tu vas ça qui à un moment donné se plaint à l'arbitre en lui disant que Cyril lui a touché ses parties et Cyril qui pousse tu vas ça, alors pas le pousse violemment et voilà mais le pouce comme on taquine Amicalement. voilà comme on taquine quelqu'un en lui disant non mais arrête avec un grand sourire non mais arrête. Alors, je me demande si la si la photo du Fight of the Night c'est pas celle-là parce que Cyril a un C'est grand possible, ouais. sourire en lui disant non mais arrête mais en déconnant parce que justement en conférence de presse d'après combat il a justement dit ça, il a fait effectivement son ton très très bien, il y a tout va bien et je l'ai justement taquiné à ce moment-là en lui disant non mais arrête c'est bon je t'ai pas touché les parties et autres. Mais ça n'empêchait pas, et c'est ce que a souligné Cyril, et c'est ce qu'on a vu dans la cage, ça n'empêchait pas que quand il fallait y aller, et que quand tu as ça a pu éteindre la lumière, et il a éteint la lumière à Cyril, bah du coup, Cyril est tombé. Et c'est vrai que ce moment-là, on s'est tous levés, on s'est dit, et on s'est tous dit, je pense, dans la tête, ou alors les plus confiants se sont dit, bah ah non, c'est rien, mais voilà, on s'est tous levés, on s'est dit, c'est Moi, fini, j'ai c'est clairement cru fini, que non c'était mais la fin, voilà, hein, mais c'est le coup fini, était et tellement puissant. c'est voilà, et puis non, mais c'est surtout que c'était le scénario exact Du de ce piège. qui voilà, de ce qu'il fallait pas qu'il arrive, c'est-à-dire de laisser Tuivasa toucher Cyril, parce que c'est un striker intelligent et c'est un striker vraiment où faut pas le laisser te toucher même deux fois. Une fois lui suffit pour éteindre la lumière. Il l'a montré. Il l'a montré aussi quand Cyril est revenu, où il a failli retoucher Cyril justement. Cyril qui envoie un kick et Tuivasa qui voilà qui est sonné mais qui derrière a le réflexe un peu surhumain Ouais, hyper ou voilà furtif. hyper furtif mais un peu surhumain, un peu Superman en mode voilà il se prend un kick, il est groggy et hop il a quand même le réflexe de mettre le crochet qui passe juste au-dessus de la tête de Cyril Mais hein, heureusement, qui Cyril Gane était très préparé ouais à ça. Il l'a dit en interview après. C'est comme ça que Tuivasa gagne ses combats. Où il est sonné, il est en mauvaise posture. Il te décroche une frappe qui mm, vient d'outre-tombe. On ne ouais, sait même pas d'où il arrive à sortir ça. Et Cyril Gane, qui, avec son camp, tout ça, était préparé à ça, il a magnifiquement esquivé cette frappe un peu de la dernière chance de ouais, Tuivasa pour après l'enchaîner. Et c'était parfait. Et ça montre encore une fois l'intelligence de Cyril dans ses combats. Ils sont au niveau de striking et de mouvement pour un poids lourd. Là, il y avait vraiment tous ces aspects qui fait que Cyril est un excellent combattant. Dans ce moment à ce moment-là précis du combat, tout était réuni. mm, Et donc, vraiment, Cyril Gane qui gagne avec la manière. ouais, C'était tout ce qu'on pouvait espérer. On ne pouvait pas arriver mieux. Et au final, 5 sur 5 pour nos Français. Je pense qu'on a montré à la scène internationale que la France était un pays de MMA, mm, un pays pour l'UFC, et qu'il y avait beaucoup de talent à l'UFC d'un côté français. Et encore, moi, je dis qu'il manque encore des Français à l'UFC, mm, notamment
Abdul. Abdul, si tu nous entends. Abdul, si tu nous entends. Dana, si tu nous entends. Voilà, surtout Ouais, Dana. Voilà, Abdul et d'autres. Il y a encore énormément de talents français à découvrir. Mais en tout cas, l'UFC a goûté à 5 talents français hier soir. Et je pense qu'ils n'ont pas été déçus. Ouais. Non, c'est vrai qu'effectivement, Dana, if you hear us, we have something to tell you. Non, effectivement, on a besoin de parler à Dana parce qu'il y a effectivement des incompréhensions vis-à-vis des fighters français. Et puis surtout, lui souligner, parce qu'il n'était pas là d'ailleurs, Ouais, c'est honteux. C'est c'est honteux. honteux, on Non, peut le mais dire. On on n'a peut pas le le dire. peur de le On n'a pas dire peur de le sur dire. Trop Sport, Dana. Shame, Dana, shame. Grosse Non, shame. grosse shame pour lui. Non, c'est vrai que c'était dommage, mais voilà, il a la preuve qu'il il met 5 Français sur une carte, dont 3 en carte principale en l'occurrence, et les 5 gagnent en fait. Donc, il y a un moment donné, voilà, il faut aussi se rendre compte du truc. Et comme disait Cyril, le public français est un public qui aime l'UFC, qui aime le MMA, qui répond présent, et qui répond présent justement, qui vient au début, qui répond présent à chaque combat, qui est pas éteint totalement, et qui est habitué justement à ces rendez-vous sportifs. On parlait justement du troisième round et je voulais revenir sur les stats très rapidement. Du troisième round, on a quand même un total de frappe pour Cyril qui est de 53 pour Cyril et 8 pour Taïk Kuasa. C'est presque autant que Whittaker en 3 rounds. Les Exactement, 58. exactement. Les 53. Et en fait, on a vraiment Cyril qui, après ce deuxième round où il s'est fait peur et où il est bien revenu, où on avait vraiment l'impression qu'il voulait en finir. Il s'est dit, c'est le moment. Et après, c'est vrai qu'il a travaillé au corps, et justement, il l'a tenu à distance parce que ce qu'il disait, il fait, je n'avançais pas sur lui parce qu'il sait très bien, justement, même quand il est sonné, même si on raccourcit la distance, il peut être très dangereux. Et pour vous donner un ordre de comparaison, parce que 53 frappes pour Cyril dans le troisième round, mais 16 frappes au premier et 41 au deuxième. Donc 41, ça commence à monter, et effectivement, le troisième, c'est vraiment la montée en puissance, et il en a laissé que 8 à Tuivasa dans le troisième, alors que dans le deuxième, c'était 15, et dans le premier, 6. Mais effectivement, on a une montée en puissance de Cyril, qui, de toute façon, à la carte des juges, peut-être pas le deuxième qui était assez disputé avec le knockdown, etc. Mais en tout cas, le premier et le troisième, c'est sûr, il gagnait au point. Et qui surtout ne l'a pas laissé aller au point. Et c'est tout ce qu'on voulait pour lui. Parce que justement, Dana White ne pourra plus ignorer le fait que Cyril, bah, c'est un grand combattant. C'est quelqu'un qui sait revenir de loin et qui sait finir fort. Il pourra plus ignorer aussi que bah, il faut compter sur Cyril Gane et avec Cyril Gane pour cette catégorie des poids lourds de l'UFC. Et puis on lui reprochait souvent, notamment Dana White, qui lui reprochait de faire des combats ennuyants, sans finition, des combats bien menés, mais pas forcément à faire le show parce que ça va à la décision sur 5 rounds, etc. Et bah là, Cyril Gane, il voulait se détacher de cette image, il voulait prendre des risques, c'est ce qu'il a fait. Il a pris des risques, il a payé cher dans le deuxième round quand il a été au sol, mais comme il l'a dit lui-même, c'était ce qui était c'était ce qui était prévu pour lui de prendre des risques, de mettre le show. Il l'a fait, il a réussi à survivre au piège de Tuivasa. Il est tombé dedans sur un coup, il a survécu, mais il est plus retombé dedans. Il a réussi à se défaire de ce problème qui est Tuivasa, qui, sans être incroyable, est tellement imprévisible et tellement fort qu'il peut vous sécher n'importe qui sur, pas un coup de chance, mais voilà, sur une balle perdue. Cyril n'est pas tombé dans ce piège-là. Il a montré qu'il était intelligent comme d'habitude, qu'il se déplaçait bien et qu'en plus, il avait la puissance de faire des gros TKO, même s'il a toujours pas son KO où le mec tombe sec comme il l'espère tant. Oui. Il a au moins une grosse finition et ça, voilà, ça va faire parler, ça a fait parler et Dana White n'a pu ignorer que Cyril Gane ne fait pas que des combats qui vont à la décision, ne fait pas des combats ennuyants et c'est finir un combat, c'est vendre une carte en plus. Et donc que Cyril Gane est une vraie superstar dans la division poids lourd. Une vraie attraction parce que c'est aussi ça qui marche, et c'est aussi ça qui marche avec Tuivasa, hein, justement, on parle de Tuivasa qui est un très gros striker, mais qui est surtout un showman. C'est quelqu'un qui a eu une très bonne montée, qui après a beaucoup perdu à l'UFC, enfin avait perdu contre Junior Santos, qui là revenait d'une série de KO, mais d'une série de KO contre des mecs un peu lambda. Mais pourquoi on le met en main event d'une grosse carte, etc. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui fait le show.
parce que bah voilà, on sait qu'à tout moment il peut éteindre la lumière, c'est comme Derrick Lewis, etc. C'est des mecs, on sait qu'il peut y avoir un gros KO et ça peut être un combat impressionnant. Donc déjà, les gens regardent le combat pour ça. Et puis c'est quelqu'un qui quand il gagne, bah, il boit dans une chaussure de la bière. Donc Dana White le fera jamais, hein, il l'a dit en conférence de presse. Il a dit c'est vraiment genre, il fait, je pense que si le monde était en train de brûler, etc., machin, que on devait choisir ce qu'on devait faire, ce serait la dernière chose que j'aimerais faire, mais voilà. Mais apparemment c'est son kiff et donc bien pour lui. Mais voilà, il y a aussi ça, je pense, qui rentre en compte dans les programmations de l'UFC. C'est l'aspect spectacle et Cyril a montré que bah, l'aspect spectacle, il l'avait. L'aspect j'attire le public, il l'a. Il sait vendre les choses, il sait répondre présent. Et voilà, et je pense qu'effectivement, et puis c'est un trait, mais je pense la meilleure des manières pour l'UFC que de commencer en France, de se lancer vraiment dans le pays. Et nous, on était mais plus que ravis d'être là et on a repris, enfin on avait déjà repris, on s'était dit ça sera sûrement comme ça et on l'a repris naturellement à la fin de l'événement, la phrase de Thierry Roland sur la Coupe du Monde de 1998, à la première victoire de la France. Quel pied, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille le plus tard possible, mais on peut. Et c'est vraiment l'idée C'est totalement majeure ça. qui est ressortie de ce premier événement. On y était, on a kiffé, mais comme des fous, et on a hâte de voir le reste, mais Et on on peut mourir espère qu'ils vont tranquille. revenir pour qu'on Oui, bien revive sûr, ça, parce que exactement. c'était vraiment incroyable. Mais franchement, voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter et on peut mourir tranquille parce qu'on a vu le premier et que c'était incroyable. Voilà, on va clôturer ce live peut-être simplement très rapidement. On aura dans les mois à venir peut-être plus de, enfin une rubrique autres sports et autres Actualité. propositions voilà différentes. Mais là, c'est vrai qu'on voulait revenir en long et en large sur UFC Paris, sur ce mercato pour vraiment lancer la saison foot, parce que là, la Champions League arrive et bientôt la Coupe du Monde, donc on voulait ne pas passer à côté de ça. Peut-être simplement préciser pour l'US Open, pour tous les fans de tennis qui peut-être passent ou qui sont fans comme nous d'UFC, de foot et d'autres sports comme le tennis. Petite pensée pour Serena Williams qui a été éliminée au troisième tour de l'US Open contre Tom Lianovic, l'Australienne. Serena Williams qui a donc perdu 5-7, 7-6, 1-6. Donc en 3-7 quand même, elle a combattu jusqu'au bout. Elle s'est battue à fond pour celle qui visiblement a disputé son dernier match de tennis professionnel, puisqu'elle prend sa retraite normalement prochainement, en tout cas elle l'a annoncé. Caroline Garcia qui a battu au troisième tour Andrescu, la Canadienne, et qui du coup passe au troisième tour. Et puis Alizé Cornet qui a perdu elle contre Collins. euh, et Burel aussi qui a perdu contre Sabalenka. Et Collins et Sabalenka d'ailleurs qui se retrouvent en huitième de finale. Mais Caroline Garcia donc qui elle se retrouve contre Risk d'ailleurs, je sais pas si c'est une américaine, Ouais. le 4 septembre en huitième de finale. Et puis en simple messieurs, petite pensée pour Rafa Nadal qui s'est éclaté le nez avec sa propre Impressionnant. raquette. La vidéo fait mal. Oui, non, franchement, voilà, et puis il revient effectivement, ça lui revient dans le nez. Corentin Moutet qui a battu Kachin, l'Argentin, et qui affrontera Rude en huitième de finale, ce qui s'annonce Compliqué. rude, justement. Allez, voilà, oui, oui, on fait un peu d'humour aussi, ça nous arrive. Voilà, Moussetti qui perd contre Ivashka, et donc Rafa Nadal qui a éliminé Richard Gasquet, voilà, le français qu'on adore. Gasquet et Nadal qui se connaissent très très bien. Et Nadal qui gagne en 6-0, 6-1, 7-5. L'Espagnol qui reste dominateur, qui a raté Wimbledon pour blessure et qui là passe quand même en huitième de finale de l'US Open. Ce qui est bon pour l'instant pas grand chose. Enfin, pas grand chose. C'est quand même pas mauvais hein, puisqu'il passe en deuxième semaine. Mais voilà, il revient et peut-être un 23e titre du Grand Chelem pour Rafa Nadal. Peut-être. En tout cas, toujours aussi impressionnant. Toujours aussi impressionnant, hein, malgré un coup de raquette dans le nez qui l'a pas empêché de finir le combat, mais toujours aussi impressionnant, Rafa Nadal. Et ben écoutez, on va vous remercier infiniment de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce premier live. Pour tous ceux qui sont passés, on pense à la sauce blanchie, on pense à Stardocksman qu'on connaît vaguement, mais bon, on l'aime bien. Et toujours 1m52 qui est là pour nous soutenir. Voilà, merci infiniment d'avoir réagi. N'oubliez pas donc
de follow la chaîne hein, si vous voyez cette rediff, d'aller voir nos réseaux qui s'affichent, hein, Trosport sur YouTube, sur Facebook, @tsport.off, sur Instagram et @trosport1 sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre, on vous annoncera donc toutes les news au fur et à mesure et notamment les nouvelles pour notre prochain live qui sera sûrement dans un mois, peut-être plus tôt, en fonction de de ce ce qui se qui passe, arrive. si Voilà. jamais il y a un événement ou quoi qu'on Si jamais il y peut a un événement, si on a couvrir. envie. En tout cas, l'intérêt de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est que si on décide sur un coup de tête de partir sur un truc, de parler d'un événement UFC, de quoi que ce soit, de tout ce que vous voudrez, et bah, on l'annoncera sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, suivez-nous sur les réseaux sociaux et au moins vous serez informés du prochain live. Sinon, dans l'idée, la grosse émission comme ça, où on parle de MMA, où on parle de foot, on parle de tennis ou Mm, autre sport qui pourrait nous marquer à l'instant T, c'est tous les mois. Donc normalement, début octobre ou fin septembre ou mi-octobre, en mm. tout cas, la prochaine émission pour parler de tout ce qui s'est passé. Mais comme il y a la Ligue des Champions, il va y avoir la Coupe du Monde en novembre, il y aura forcément des épisodes aussi hors série pour parler de sujets plus spécifiques comme on a pu le faire pour l'UFC Paris, parce que forcément, grand événement nécessite grand dispositif. Exactement, et puis on n'est pas, justement, en parlant de dispositif, on n'est pas à l'abri de vous proposer de regarder les matchs avec nous, qu'on vous commente. Alors on n'aura pas le droit des images, ça c'est sûr. On n'a pas ce genre de moyens ni ce genre d'accred, mais on pourra vous proposer voilà, de se faire une soirée Commentaires audio. voilà, entre communautés, entre potes, comme on dit, voilà, commentaires audio, et puis de débriefer des matchs de la Coupe du Monde, de la Champions League, en fonction de ce qu'on veut regarder, de ce qui nous intéresse, de ce qui vous intéresse aussi. Donc n'hésitez pas à réagir, hein, bien évidemment, dans les commentaires, même des vidéos YouTube, parce qu'on met là-bas les rediffs des Twitch aussi, et des vidéos un peu edit avec des moments un peu highlight justement des Ouais, Twitch. sur des sujets plus particuliers. Voilà. Notamment sur la vidéo, on a fait une vidéo de 9 minutes, du coup, extrait du live de l'UFC Paris, où on parle du cas Abdul Abdouragimov Mm. à l'UFC. Donc, comme c'était quand même un assez gros sujet intéressant, on a préféré voilà, vous faire une vidéo dédiée à ce sujet pour ceux qui seraient justement uniquement intéressés de revenir sur la sensation qu'est Abdul. Donc voilà, c'est ce genre de vidéos en plus des grosses rediffs pour ceux qui veulent tous taper d'un coup que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais si vous voulez les grosses rediffs, c'est naturellement dispo sur la chaîne Twitch gratuitement, puisqu'on n'avait pas Oui. encore De toute façon, on n'en est de pas là. système d'abonnement. En tout cas, Et on n'est pas là. l'objectif, c'est pas de faire payer pour regarder nos vidéos, et on est loin d'être encore à ce niveau-là, quoi. On n'est pas à ce niveau-là, et puis c'est pas le projet pour l'instant. C'est vrai qu'on est là pour kiffer, pour partager avec tous ceux qui le veulent notre passion du sport pour l'UFC, pour le MMA en général, pour le foot et pour tous les autres sports. Donc voilà, n'hésitez pas à nous taguer même sur les réseaux sociaux, à échanger avec nous, à nous envoyer des messages. On répond avec grand plaisir. Et puis on va vous laisser, on va vous souhaiter un bon dimanche, une bonne fin d'après-midi après ces 2h30 de live à peu près. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, à bientôt.